Merci de nous avoir rejoints donc, pour cette troisième séance du colloque, durant laquelle nous allons d'abord écouter Marie Derugy, qui est professeure à l'IEP de Strasbourg, spécialiste de l'histoire coloniale, qu'elle approche sous les angles du genre et de la religion, et notamment des missionnaires, des congrégations missionnaires féminines, donc qui sont l'objet de son intervention intitulée L'indigénisation des congrégations féminines, Birmanie, Vietnam, 19e, 20e siècle. Et je rappelle à nos intervenantes que la durée de leur intervention est de 20 minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, rebonjour. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices du colloque de m'avoir invité à y participer. Alors, la question des missions, elle est encore assez neuve pour moi, hein. Je l'aborde en fait au prisme aussi des activités de soins des congrégations missionnaires féminines dans les léproseries d'Asie du Sud-Est au XXe siècle, qui constitue donc le cadre de ce que je vous présente aujourd'hui, qui est encore donc assez exploratoire. Quelle que soit leur nationalité, leur éducation, leurs usages et leurs familles, qu'elles se fondent toutes les unes avec les autres, évitant dans leurs paroles et leurs actions tout ce qui ressemble au désaccord. L'article 16 des constitutions des franciscaines missionnaires de Marie, désormais FMM, datant de 1896, concerne d'abord les sœurs européennes. Pour autant, l'Institut missionnaire, fondé en Inde en 1877 par Hélène de Chapotin, Marie de la Passion en religion, va très vite être confronté à la question de l'acceptation et de la formation de sœurs autochtones sur les différents terrains où il étend ses activités. Cette communication, qui s'inscrit dans les axes 1 et 2 du colloque, vise à s'interroger sur les modalités et les temporalités de l'indigénisation des communautés religieuses en Birmanie britannique et en Indochine française. Parce que le sujet est encore peu traité, il a paru pertinent d'aborder la question à partir d'un cas précis, donc celui des FMM, présentes en Birmanie à partir de 1898 et en Indochine à partir de 1932, ce qui nous conduit à prendre en compte ces deux terrains. Donc un rappel et une situation de voilà, ce contexte colonial, donc français pour l'Indochine, britannique pour la Birmanie, qui fait partie donc de cet empire des Indes. Dans les deux cas, elles sont sollicitées par les autorités religieuses à la tête des missions, donc on a aussi une cartographie, disons, ecclésiastique. Et ces autorités religieuses, donc les vicaires apostoliques, sont tous membres des MEP, les missions étrangères de Paris, institut fondé au XVIIe siècle par Rome, pour reprendre la main sur les missions en Asie, aussi à Madagascar. Les sœurs sont d'abord appelées pour des léproseries, donc à Mandalay en Birmanie, donc vous voyez ici les bâtiments principaux, et puis à Rangoon la même année, actuellement donc Yangon, et donc en 1898 pour ces deux léproseries birmanes et en 1932 pour la léproserie de Kihoa en Indochine française, donc c'est sur la côte, voilà, au centre en fait du Vietnam. Et à partir de là, elles vont développer ensuite donc d'autres activités de soins, d'enseignement, etc. La question de la formation des sœurs autochtones se pose très tôt, dès les débuts en fait de la léproserie de Mandalay. Elle suscite une réflexion à l'échelle de l'Institut des FMM, dont rend compte un article de 2011 paru dans Histoire et Mission chrétienne, écrit notamment par Catherine Bazin, qui était alors responsable du bureau d'histoire de la congrégation. L'article propose une synthèse sur les sœurs autochtones FMM, je cite, de simples auxiliaires à de véritables partenaires, et revient sur l'évolution des statuts. Donc, ces sœurs sont d'abord acceptées comme tertiaires, donc du tiers-ordre de Saint-François. Donc, c'est en fait pas des sœurs, hein. Ensuite, après 1903, c'est la dénomination d'agrégées qui est retenue. Donc, elles ont un habit religieux, elles font des vœux annuels, mais elles ne sont pas religieuses à part entière. Et à partir de 1922, qui constitue un peu un tournant, il y a un statut particulier qui est créé, celui d'oblate, qui leur donne en fait d'être des religieuses à part entière, mais avec une règle simplifiée par rapport au FMM dite intégrale. Avant leur intégration donc définitive à l'Institut en 1960, et plutôt en certains lieux, donc aux Philippines, au Japon dès les années 30, 1930, et au Vietnam en 1958.
Donc, l'enjeu de cette communication, c'est d'étudier plus précisément les cas birmans et vietnamiens pour montrer si et en quoi ils ont été des laboratoires pour la formation des sœurs autochtones et l'éradication progressive des statuts distinctifs. Donc, la notion de laboratoire, elle est plus adaptée pour la Birmanie en raison de l'antériorité chronologique. Pour donner quelques chiffres, en 1925, les oblates, ils sont au nombre de 40. Donc, il y a 24 religieuses, 5 postulantes et puis le reste, ce qu'elles appellent des probanistes, donc des jeunes filles intéressées. Et puis, en Indochine, le noviciat ouvre en 1936, donc un peu plus tardivement. Et si les Vietnamiennes entrent en nombre, elles sont en fait dans un système déjà élaboré sur d'autres terrains. Longtemps invisibilisées dans les travaux historiens, les sœurs missionnaires sont devenues au début du XXIe siècle un objet d'étude à part entière en raison d'un intérêt renouvelé pour les activités donc, dans différents domaines, la santé, l'éducation, l'humanitaire, et aussi un accès possible aux archives de certaines congrégations. Sur la question particulière des sœurs indigènes, alors là, pardon, je vous mets une photo donc, voilà, en pied de ces sœurs formatrices et des oblates dont je vous parlais, donc à partir de 1922, à Mandalay justement. Et donc on reviendra sur cette distinction de la couleur. Et puis, ce dont je voulais ce dont j'étais en train de vous parler, donc sur la question des sœurs indigènes, on peut alors citer notamment Katharina Stornig, Sisters Crossing Boundaries, qui s'intéresse à plusieurs figures, notamment de sœurs togolaises. Elle compare l'Asie, l'Afrique, mais notamment sur le cas du Togo. Et également dans une perspective plus critique, puisqu'il s'agit d'étudier donc les jeux de pouvoir au sein d'une mission, le mémoire récemment publié de Clélia Lacam, Le bleu et le noir, sur les sœurs bleues de Castres au Gabon et sœurs autochtones. Ainsi, on cherche donc à voir les évolutions dans la formation et l'intégration des sœurs autochtones à l'Institut des FMM à partir de sources essentiellement européennes. D'une part, les rapports des vicaires apostoliques qui sont conservés soit aux archives des MEP, soit à la Propaganda Fide à Rome, qui rendent compte donc du point de vue du supérieur ecclésiastique masculin et des éventuels débats avec les supérieures religieuses féminines. D'autre part, les écrits issus des archives des FMM, donc les correspondances, qui pour la plupart donnent le point de vue des sœurs européennes, également les annales et chroniques intimes, donc c'est en gros la communication externe et interne, qui montrent la place réservée donc aux sœurs autochtones et aussi les discours à leur égard. Donc, on verra dans un premier temps les principes de la formation des sœurs autochtones, ensuite le contenu de cette formation, et dans un troisième temps plus court, la progressive intégration sans distinction donc, à l'Institut. Donc, premier point, former des sœurs autochtones, pourquoi? Donc, la question, c'est au fond, est-ce que ce sont les mêmes principes qui sont pour les sœurs européennes et pour les autres. Donc, qu'est-ce qui révèle aussi des différents points de vue, notamment entre religieuses et clergés masculins, et à quelle échelle se passe la décision? Est-ce que c'est la supérieure générale? Est-ce que c'est à l'échelle locale, les provinciales dans les missions et les vicaires apostoliques? La formation de sœurs autochtones apparaît comme une nécessité dans la deuxième moitié du XIXe et de façon toujours plus marquée au cours du XXe siècle. En Birmanie comme en Indochine, il s'agit d'abord d'une injonction des vicaires apostoliques qui ont besoin de maîtresses d'école et de visiteuses à domicile dans des postes reculés où les religieuses européennes, surtout présentes dans les villes, n'ont pas forcément accès. Donc là, on a déjà deux aspects, qui est celui de l'indigénité et celui aussi de la féminité. Donc, dans le discours des vicaires apostoliques, c'est bien ça, il faut des sœurs et encore plus des sœurs autochtones. Donc le genre et la race. Il crée donc pour cela des congrégations diocésaines et demande aux congrégations missionnaires de prendre en charge la formation de ces jeunes autochtones, ce qui pose de grosses difficultés, d'après les archives des congrégations missionnaires, notamment donc un exemple dans les débuts de la léproserie de Kihoa, donc en Indochine, 3 sœurs vietnamiennes d'une congrégation diocésaine aident les FMM et la supérieure, donc Mère Gisèle, écrit à la supérieure générale, je cite, « On ne peut guère leur faire d'observation à ces chères petites sœurs, et puis surtout cette habitude qu'elles ont d'aller chez le père pour des riens et déplorables, ce n'est pas la formation ni le genre FMM. D'ailleurs, elles font ce qu'elles peuvent, c'est plutôt un manque de formation à l'humilité et à l'obéissance. » Voilà, donc on voit bien cette idée que l'apprentissage de la vie religieuse manque, fait défaut, des critiques qu'on retrouve aussi sous la plume des différents vicaires apostoliques qui cherchent à les réformer dans ces années 20-30.
Et ce qui est intéressant, c'est que en 1935, le vicaire apostolique Monseigneur Éloi avait pensé à confier la formation de ces sœurs autochtones au FMM, et finalement il renonce donc pour ces 150 sœurs qui décident voilà, de laisser tel quel, alors que les sœurs vont fonder leur noviciat cette année-là. Car en effet, en second lieu, les congrégations missionnaires elles-mêmes donc, mettent en place des noviciats pour former les jeunes filles autochtones qui souhaitent les rejoindre. Cela permet donc la transmission d'un esprit commun à l'Institut qui explique peut-être le plus grand enthousiasme des formatrices. C'est ce qu'on voit aussi dans la citation que j'ai donnée, hein, le problème de cet esprit FMM, donc l'idée qu'on peut le transmettre ou non. Et puis, c'est vrai que former pour son propre institut, c'est aussi engendrer une croissance de l'institut. Donc, il y a aussi cet intérêt-là. On trouve tout un vocable, hein, le nouveau rejeton que constitue cette branche des Oblates, etc. Et puis, ça a aussi des implications financières qui mériteraient d'être plus étudiées, mais la formation est alors à la charge des sœurs et non du vicaire apostolique. Donc aussi un plus grand, voilà, la volonté d'un retour sur investissement, si on peut le dire de la sorte. Le principe de la distinction reste néanmoins la norme. Il est justifié par différents arguments. Donc parfois l'aspect trop neuf de la chrétienté, ce qui ne vaut pas toujours ni dans le cas birman ni dans le cas vietnamien où c'est une chrétienté déjà implantée au XVIIe siècle. L'idée est que les jeunes filles ne sont ni prêtes ni aptes à la vie religieuse telle que la vivent les européennes, parmi lesquelles il y a aussi déjà une distinction. Donc ça, c'est important de le souligner. Il y a déjà une distinction entre mères et sœurs. Donc les mères, c'est les mères de cœur, et puis les sœurs, c'est les auxiliaires en fait des mères. Donc il y a déjà cette entre sœurs européennes, disons, et à ça s'ajoutent les oblates. Crainte aussi que les vocations ne soient pas vraies. Ça, c'est un peu un leitmotiv, et donc beaucoup plus de temps pour les éprouver, avec ce qui se manifeste par un engagement annuel seulement. Et même pour les oblates, donc le statut créé à partir de 1922 leur permet en fait de s'engager définitivement seulement après leurs 33 ans. Donc jusqu'à leurs 33 ans, un engagement annuel, voilà, pour qu'elles soient éprouvées dans la vocation. L'idée enfin que l'on trouve que la régularité, l'obéissance et d'autres aspects fondamentaux de la vie religieuse ne peuvent être comprises de la même manière. Donc tout cet enjeu des traductions, les constitutions des oblates, elles sont traduites en birman, elles sont traduites en malgache, etc. Et donc tout un enjeu sur arriver à faire comprendre ce que signifient profondément ces notions. Et puis le résultat, alors pardon, le constat aussi que la formation humaine reçue jusqu'ici est insuffisante. Donc de fait, beaucoup sont définis comme illettrés, donc ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc c'est d'abord ça qu'il faut leur apprendre, et ce qui ne peut leur permettre ensuite de devenir des mères ou des sœurs à part entière. Et le résultat enfin de l'expérience, parce que, alors ça on n'est pas dans le cas birman ou indo-chinois, mais il y a eu un envoi de sœurs autochtones au noviciat en France ou à Rome à la fin du XIXe siècle, et une non-adaptation, ne serait-ce qu'au climat breton, on peut le comprendre. Et donc, l'idée désormais que pour le plus grand nombre, la formation aura lieu dans des noviciats sur place. Voilà, donc là, ce que je vous ai mis, c'est les photos de ce noviciat en Bretagne, où on voit donc les sœurs qui apprennent, qui s'occupent des vaches, la photo du centre à droite, qui font de la broderie, de la couture, qui sont en promenade. Et donc, on voit hein, tout cet environnement et toutes ces activités voilà, qui de fait sont proposées et qui vont être beaucoup plus simples, on peut le comprendre aisément, dans les noviciats sur place. Mais donc, en fait, à partir de tout ça, des idées et puis de cette expérience, va découler en fait l'idée principale qui va être la grande distinction, c'est que le but des oblates, c'est celui d'un apostolat dans leur pays. Voilà, et donc c'est ce qui est dit clairement dans la création du statut en 1922, encore ensuite dans les annales. Et donc c'est une distinction fondamentale au sein d'un institut qui est créé pour la mission. Voilà, franciscaine missionnaire de Marie, entendue comme la mission donc des Européennes vers le reste du monde. Et donc ça va ensuite se manifester donc dans une règle qui se veut moins stricte. Donc la présentation des oblates en 1923 dit qu'elle, je cite, observe les constitutions des FMM dans tout ce qui n'est pas incompatible avec leur but propre, donc l'apostolat dans leur pays, et sont munis d'un règlement spécial, très souple, qui leur permet de se prêter à toutes les formes d'œuvres et aux différents milieux des missions. Voilà, et donc on peut donner beaucoup d'exemples, hein, mais notamment les FMM sont tenus par la règle de 2, ça veut dire qu'elles doivent toujours être 2 dans leurs activités, de soins, d'enseignement, etc., jusque très tard. Et les oblates, elles, n'y sont pas soumises. Donc, elles ont une beaucoup plus grande liberté de mouvement, d'organisation. Elles ont également de moindres obligations spirituelles
qui oblige les FMM, par exemple, à être au moins 6 pour fonder une mission, pour prendre en compte l'adoration quotidienne, le chant, la liturgie des heures chantées, etc. Donc, les oblates ont une adaptation de ce point de vue-là pour être aussi plus souples dans leur quotidien. Et puis, la règle se veut aussi plus adaptée au mode de vie local, jusque dans l'habit, donc plus simple, on l'a vu, mais aussi de couleurs différentes, ce qui accentue leur spécificité. Donc là, Clélia Lacam avait fait tout un développement aussi là-dessus, sur le fait que le voile unifie, mais que la différence de l'habit, au fond, institutionnalise et accentue cette distinction. On le voit donc, une distanciation claire dans les principes mêmes et qui se répercute de manière logique dans le contenu de la formation dispensée. Donc, comment est-ce qu'elles sont formées, ces sœurs? La formation, elle est à la fois humaine et religieuse, donc comme pour les sœurs européennes et les ordres religieux en général. Humainement, on peut le dire, donc avant 1922, il s'agit de s'assurer que les sœurs savent lire, écrire, qu'elles sont suffisamment formées pour devenir institutrices dans des écoles de filles. Donc ça, on voit avant 22 toute une discussion entre le directeur de la léproserie, Weinger, et la fondatrice des FMM. Et Weinger demande que, les jeunes filles intéressées ne soient pas embauchées au service des lépreux. Ça pourrait poser problème aux familles et du coup, ils mettraient plus d'obstacles à leur vocation. Et en revanche, qu'elles soient maîtresses d'école. Voilà, donc c'est effectivement ce qui se passe au début. 7 jeunes filles birmanes qui désirent embrasser la vie religieuse et elles sont formées pour, là je citais les annales, et elles sont formées donc pour l'enseignement. En revanche, ce qui apparaît, c'est que les Birmanes sont laissées dans un état de dépendance vis-à-vis des Européennes, on en a déjà un peu parlé, et ne sont pas encouragées à prendre des responsabilités, comme de manière générale les autochtones en contexte colonial. Et donc, en cela, on peut souligner que leur formation diffère de celle des Européennes, qui sont envoyées très tôt dans les missions. Voilà, donc je passe, mais il y a toute une discussion, là encore, entre le vicaire apostolique et les sœurs en 1914, qui dure jusqu'en 1920, et ils trouvent que, voilà, elles sont effectivement servantes des sœurs, que les sœurs ne s'en occupent pas assez, ce qui est parfois une critique qu'on retrouve dans l'autre sens. Donc, en tout cas, on voit là encore une distinction au fond. Alors, d'une part, une formation humaine et religieuse qui est prodiguée, mais distincte, et notamment une grande réticence à confier des responsabilités aux sœurs autochtones. Et au fond, ce sont les événements qui vont contribuer à les placer dans une situation d'autonomie. Et donc, j'en arrive au troisième temps, des sœurs autochtones responsables malgré elles. Alors, je voulais simplement, comme c'est assez encore exploratoire, évoquer deux aspects de cette autonomisation. D'abord, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc au moment où le Viet Minh prend le pouvoir, au moment de la révolution d'août en 1945, donc après l'occupation des Japonais, le Viet Minh en profite pour prendre le pouvoir et en fait, les sœurs européennes sont quasiment toutes expulsées à ce moment-là de leurs activités et c'est les autochtones qui peuvent poursuivre les activités. Alors à la léproserie de Kihoa, c'est plutôt en fait les lépreux qui chassent les sœurs et c'est finalement 4 probanistes, donc des jeunes encore pas du tout sœurs, qui poursuivent l'activité à la léproserie jusqu'en 55, donc pendant 10 ans. Et on le retrouve dans les archives ultérieures où à chaque fois, voilà, il est fait beaucoup de louanges de ces 4 probanistes qui, à l'issue des 10 ans, ont le droit d'aller faire un noviciat, voilà, en Italie ou je ne sais plus où. Mais donc ça, c'est un exemple de ce que la guerre a produit, parce qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience, certes lente encore, mais au fond de la capacité de ces sœurs autochtones. Et le deuxième exemple, c'est en 1954, à la fin de la colonisation française, donc en Indochine, les oblates, donc les novices, sont envoyés à Madagascar. Et je vous cite ce que dit la maîtresse des novices, qui est une Vietnamienne. Elle écrit beaucoup plus tard, donc en mars 1994, je cite, « Nos sœurs de Madagascar nous ont reçus avec leur cœur, comme de là-haut, mère fondatrice a souri en voyant des visages bruns à côté des jaunes pour se former à son esprit. » Voilà, et donc là, il faudrait analyser beaucoup plus, mais on voit donc toujours cette idée des différences, on parlait de la grammaire de la différence, en même temps de l'unité qui est toujours soulignée. Et au moment de la lettre en 1960 qui unifie à la fois les statuts au sein de l'Institut et puis en fait les habits et tout le reste, c'est aussi toujours cette idée de l'unité qui est mise en avant, de dire que finalement, voilà, c'est rester fidèle à l'esprit de l'Institut que de gommer toutes ces unités, toutes ces différences et de mettre en avant l'unité.
Et donc, pour un mot de conclusion en 1 minute, voilà, je dirais qu'effectivement, ce cas des Oblates, il témoigne d'une vraie distinction, donc en principe et enfin en théorie et en pratique, au fond, des sœurs européennes et des sœurs autochtones, une distinction inscrite dans les constitutions avec cet apostolat dans le pays, et de manière plus pratique, cette réticence à confier des responsabilités, et au fond, comme on le sait, hein, mais à partir de la deuxième moitié du XXe, véritablement une émancipation possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir une mémoire qui oscille, en fait, de manière aussi classique, mais au fond, entre reconnaissance pour la formation reçue de la génération ancienne et demande de revendication, voire de réparation pour les sœurs les plus jeunes. Voilà. Et donc, voilà, merci de votre attention. Je m'arrête là.